Bienvenue à vous tous qui venez de nous rejoindre. C'est la page d'histoire, vous l'avez compris, dans cette deuxième partie. Notre invité est toujours de nôtre. Il s'agit de monsieur Vital Kamerhe, qui est aujourd'hui acteur politique, mais nous raconte l'histoire. Monsieur Vital Kamerhe, bon après-midi. Bon après-midi à vous et à tous les auditeurs de Radio Kapi. C'est un plaisir encore de vous retrouver pour continuer à découvrir cette partie de l'histoire du Congo que nous avons peut-être vécue, mais différemment. Aujourd'hui, nous aimerions parler de l'accord global et inclusif. Nous parlons de cela d'une manière ou d'une autre, mais nous ne maîtrisons pas très bien certaines réalités de cet accord. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, l'accord global inclusif, comme nous avions déjà commencé à en parler au cours de l'émission que vous avez fait passer. Cet accord global inclusif, pourquoi d'abord la dénomination global et inclusif? Ça vient de quelque part. Parce que le processus de paix, comme nous l'avons dit, c'est un chemin sinueux, ce n'est pas une ligne droite. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où les gens claquent la porte, il y a des moments où les gens quittent la salle de négociation. La force doit demeurer du côté de ceux qui sont sages et qui sont conciliants. C'est cette petite brochette de gens qui estiment qu'eux peuvent mettre leurs égos de côté, privilégier les objectifs nobles poursuivis de la paix, de la réconciliation, de la réunification du pays, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. On a besoin de ces gens-là quand on négocie. On a aussi besoin de la sagesse du médiateur ou du facilitateur. Et c'est pourquoi nous avons connu des hauts et des bas, c'est pas étonnant. Et d'ailleurs, quand vous regardez le processus entre la Palestine et Israël, ils ont signé beaucoup d'accords, mais qui n'ont toujours pas conclu jusqu'à présent. Et nous devons donc dire que pour nous, ça nous a pris exactement une année pour l'accord global inclusif, qui est au fait le fruit d'autres accords, puisque nous avons eu l'accord de Lusaka. Et quand vous regardez dans les motivations, on cite l'accord de Lusaka, signé le 10 juillet, et le 30 juillet et 31 juillet 1999. On cite toutes les résolutions du Conseil de sécurité. On cite même les résolutions que nous avions déjà adoptées à Sun City auparavant, toujours au cours de la même année de 2002, quand nous avons eu une entente partielle où l'RCD et l'UDPS avaient quitté et avaient refusé de signer l'accord. Mais c'est là, tout ce que nous avions convenu était resté valable. Et nous avions dit, cet accord global inclusif a plusieurs parties. Il y a d'abord la partie qui visait la cessation des hostilités. Dans la cessation des hostilités, donc, les composantes, nous en avons parlé la fois passée, c'était très difficile à les identifier. Il y avait les composantes et les entités. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, l'opposition politique non armée, les RCD, les MLC, les forces vives, c'est-à-dire la société civile, et auxquelles il fallait ajouter des entités, que sont les RCD-KML de Mboussa Niamoussi et les Maï-Maï regroupés. Et nous avons connu un problème. Et je l'avais rappelé la fois passée parce que quand nous nous retrouvons pour discuter de l'accord, et à partir de Goma, je ne sais pas ce qui s'est passé, les gens ont créé des faux Maï-Maï. Et nous étions tous étonnés, ça a étonné tout le monde, comment dans la délégation du RCD, Goma, qui est soutenu par les Rwandais, on pouvait avoir des Maï-Maï qui sont naturellement et avaient été créés pour se battre contre l'occupation rwandaise et ougandaise. C'était un non-sens. C'est comme ça que j'avais, avec l'accord du président Joseph Kabila à l'époque, pris le soin de discuter avec Mme Ntembi Majola, qui était l'une des envoyées du président Beki au sein du commissariat que j'ai dirigé ici, des relations avec la MONUC, et Mme Milindiwe Zulu, qui était aussi l'une des envoyées du président Beki, et ensemble, nous voyions, avec l'assistant du facilitateur Massiré, M. Lebat, qui était devenu par la suite ministre des Affaires étrangères en Mauritanie. Aujourd'hui, il est l'envoyé spécial du secrétaire général de la francophonie, M. Abdou Diouf. Nous sommes allés les voir et je lui ai donné de la géopolitique congolaise. Je lui ai expliqué la guerre au Congo. Je lui ai dit que c'est une absurdité que d'avoir les Maï-Maï dans les rangs du RCD, puisque l'ennemi numéro 1 du RCD, c'est le Maï-Maï. Et je ne vois pas d'où vient le Maï-Maï. Et l'ennemi du RCD, c'est le Maï-Maï aussi. Et donc, c'est une absurdité. Les Maï-Maï étaient du côté de la patrie. Et nous allons donc vous dire comment sont organisés les Maï-Maï. À l'époque, les grands chefs de Maï-Maï, c'était le général
à Diri. Je l'avais contacté pour qu'il me dise qui sont les Maïmaï qui vont parler au nom de son mouvement au niveau de Sun City. Il avait cité Mulungula, qui était devenu par la suite ministre de l'Environnement, et Nerunga, qui était devenu aussi ministre de l'Environnement en remplacement de Mulungula. Et ils ont ajouté à leur délégation celui qui deviendra Kaliba, il deviendra ministre des Sports plus tard. Ils étaient nombreux. Nous sommes allés à Sun City et on s'est imposé. Maintenant, cet accord global et inclusif visait quoi? Il fallait que nous nous mettions d'accord que nous ne sommes pas venus ici à Sun City pour nous amuser. Maintenant, nous sommes en train de discuter, c'est le 3e round, mais pratiquement 4e, puisque nous avions raté Addis Abeba, nous avions raté Abuja. Il a fallu que lui, Michel, nous réunisse au palais Egmont à Bruxelles pour désigner de nouveaux Sun City et recommencer encore de nouveaux Sun City, rater Sun City pour nous retrouver à Pretoria. Au moment où nous parlons, nous sommes à Pretoria au State House, c'est-à-dire à la présidence de la République. Pour ceux qui ont déjà été à Pretoria, la présidence de la République là-bas, c'est l'assemblage de plusieurs villas autour du palais présidentiel, c'est-à-dire du bureau du président de la République. Les ministres, pour la plupart, sont logés dans l'enclos de la présidence et nous discutions souvent en informant chez le ministre Moufamadi, qui était le ministre chargé de province, avec Madame Goumbi, qui était conseillère du président Beki. On faisait des consultations, j'imagine qu'ils nous consultaient nous, et ils consultaient d'autres composantes et d'autres entités pour trouver des points de conjonction. C'est à ce niveau-là que finalement, nous allons nous mettre d'accord que, nous devons accepter le principe de cessation des hostilités et que toutes les composantes et entités, nous devons nous engager pour qu'il n'y ait pas de guerre. 2, nous devons accepter le principe de que nous avons fini ce dialogue, de mettre en place une armée nationale restructurée et intégrée. Ce que nous n'avons pas fait puisque nous continuons à patauger jusqu'à aujourd'hui. 3, nous devons accepter de mettre en place, au nom de la réconciliation, un gouvernement d'union nationale. Ce sera le gouvernement 1+4. 4, nous devons accepter toujours, au nom de l'entente retrouvée et de la paix, de créer des institutions d'appui à la démocratie. La haute autorité des médias, la CI, la commission électorale indépendante, l'observatoire des droits de l'homme, la CVR, c'est vérité et réconciliation, mais aussi la commission d'éthique. Et tout cela, nous avons mis en place. Mais il y a un autre principe. C'est le principe de dire les institutions que nous mettons en place ont des objectifs qu'elles doivent poursuivre. Et la première institution, c'était la présidence de la République. On a reconnu que l'institution présidente de la République est composée du président de la République, des 4 vice-présidents. Dans l'accord, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais nous avons appelé ça espace présidentiel. Là où Joseph Kabila pouvait discuter avec Jean-Pierre Bemba, Rouberois, Zaïdi Ngoma et tout, en fait, Azarès Roubero, comme nous avons dit. Et nous avons dit que nous allons mettre en place effectivement les gouvernements. Et nous allons faire le mieux que nous pouvons que ce gouvernement soit équilibré. Équilibré, ça vous dirait quoi? C'est le fameux partage équitable et équilibré de pouvoir. Et c'est là que les Romains s'empoignèrent. Puisqu'on a défini les quotas de chaque composante et entité selon son poids. Le poids, c'était au fait un critère pour moi subjectif, puisque le poids en dehors du gouvernement qui était légitime, pour les autres composantes, le poids était déterminé, sans le dire, c'était un non-dit, suivant la capacité de faire ou de tuer ou d'agresser des mouvements. Alors on dit, bon, les MLC et les RCD sont les composantes parce que ce sont des rébellions qui sont bien armées avec beaucoup de troupes et ils font beaucoup de dégâts, donc c'est bien. Ils doivent avoir beaucoup de ministres. Les autres qui n'ont pas beaucoup de militaires, et ils doivent avoir trop peu de ministères. C'est le cas du RCD-KML, c'est le cas du RCD national, c'est le cas de Maïmaï. Et c'est le cas, malheureusement, mais dans une moindre mesure, un peu au-dessus des entités, c'est le cas de l'opposition politique et de la société civile. Donc c'était au fait une prime à la guerre qui ne disait pas son nom. Est-ce que c'était le prix à payer face aux objectifs nobles que nous poursuivions? Point d'interrogation. Et on doit se mettre d'accord dans cet accord global inclusif pour le meilleur fonctionnement de la transition. Il fallait créer des commissions.
3 commissions. Une commission dirigée par Yerodia, c'est la commission de la reconstruction, et on le saura plus tard. La commission politique, défense et sécurité, la commission ECOFIN. Mais ces commissions-là, dès le départ, nous savions que le partage au niveau des commissions allait poser problème. Pourquoi? Parce que nous, notre objectif, c'était quoi? Notre choix, c'est de contrôler la défense, la sécurité. Et nous disons, à défaut de cela, la reconstruction du pays. Mais nous savions que Bemba n'allait pas nous laisser l'ECOFIN. Et nous savions aussi que les amis de l'IRCD, qui avaient au fait un agenda, je ne dis pas s'il était caché, mais c'était la politique de l'Autriche, de contrôler les services de sécurité et l'armée, ils n'allaient pas nous laisser la commission politique, défense et sécurité. C'est comme ça qu'à l'issue de ce partage, on va retrouver Roubaix-Roy, vice-président de la République, à la tête de la commission politique, défense et sécurité. Bemba, ECOFIN, Yerodia, reconstruction. Et on va commencer à fonctionner dans les zigzags gouvernementaux, puisqu'au sein de la commission, on devait faire en sorte qu'une commission ne soit pas composée de membres des mêmes composantes et des mêmes entités. Et je dois dire que le gouvernement 1+4, il y avait la démocratie, puisqu'il y avait la contradiction. Pour qu'on arrive à adopter une mesure, il faut convaincre tout le monde et être sûr que c'est dans le sens de l'intérêt du peuple. C'est pourquoi j'avais répété plusieurs fois que pendant la transition, le pouvoir arrêté, le pouvoir Montesquieu fonctionnait très bien. Parce que Bemba avait peur de Kabila, Kabila avait peur de Roubaix-Roy, Roubaix-Roy avait peur de Bemba, et vice-versa. C'est comme ça qu'il y a eu moins de tripatouillage pendant le 1+4. C'est pourquoi il y a eu moins de détournements de deniers publics pendant le 1+4. Et ceux qui ont eu le malheur de toucher au fond de l'État ont été démasqués tout de suite, puisque nous avions décidé de mettre en place une Assemblée nationale de transition, un Sénat de transition. Et tout ceci basé sur la séparation des pouvoirs. On avait l'exécutif, on avait le Parlement avec bicaméral, avec l'Assemblée nationale et le Sénat, et on avait les cours et tribunaux. Mais s'il y a une institution, un pouvoir qui n'a pas bien fonctionné, ce sont les cours et tribunaux. Parce que M. Olivier Kamitatou, qui va être désigné comme président de l'Assemblée nationale, a fait du bon travail. C'était la première fois dans notre pays, depuis Nzondomion, à l'époque, quand, vous vous rappelez, il y a eu interpellation des commissaires d'État sous Mobutu. Depuis cette époque-là, on n'avait plus jamais eu d'interpellation. Et Olivier Kamitatou avait initié la commission Bakandeja, laquelle commission nous a révélé de l'argent, de la SNEL. Tout cet argent a pris une destination inconnue et ça reste encore un contentieux jusqu'à ce jour qu'on doit clarifier. Et grâce à cette commission, beaucoup de ministres et des chefs d'entreprise ont été mis en cause. Nous avons aussi convenu que la transition avait pour mission d'organiser à l'issue de la même transition des élections démocratiques et transparentes. Et que cette transition devait durer 2 ans avec une prolongation de 6 mois, une fois renouvelable, ça fait 3 ans au total. C'est comme ça que nous avons eu les élections en 2006. On a convenu que cette transition aussi, c'est une période où ensemble, nous devons être sûrs que le Congo va recouvrer effectivement l'intégrité de son territoire, que le Congo va asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire national. Et on a dit qu'à l'issue de la signature de l'accord global inclusif, on devait avoir une réunion des chefs d'état-major des différentes composantes et de l'armée, les FAC à l'époque. Cette réunion a eu lieu, mais un monsieur n'a pas répondu à l'appel, monsieur Nkunda Batouare. Et donc, pendant cette transition qui a commencé le 30 juin 2003, nous avons eu beaucoup de problèmes. L'RCD a voulu et tenait mordicus, en plus du fait que Roubaix-Roy était le vice-président de la République et le président de la commission défense et sécurité, le RCD a tenu absolument à avoir le ministère de la Défense. Ce n'est pas n'importe quel ministère. Vous vous souvenez comment Ondekane ou Lusumba se sont succédés à la tête de ce ministère. Et nous devons dire aussi que le RCD avait eu à diriger l'une des institutions d'appui à la démocratie, pas au niveau des présidences, puisque ça c'était réservé à la société civile, au niveau des vice-présidences. Nous ne pouvons pas dire la part des lions ou ceci ou cela, d'autant plus que nous devrions tous être animés par un seul objectif, c'est-à-dire être au service de la nation. Comment ce gouvernement devait fonctionner? Bemba, quand j'avais parlé avec lui, il a dit Vital, nous allons à Kinshasa avec votre type là. Vraiment, vous pensez que Moutouana a dirigé Bissot?
Est-ce qu'il y a Zamaïel, des questions comme ça, Bemba me posait. Roubert me posait la même question. Mais vous voulez nous faire diriger par votre monsieur là, est-ce qu'il va vraiment être à la hauteur? Mais pourtant, ils avaient accepté l'accord. Suivez la suite. Ils sont venus à Kinshasa avec beaucoup de conditions. La première condition, il fallait absolument que nous puissions accepter qu'il y aurait une force internationale qui va les sécuriser ici. Et ça, j'en avais parlé la fois passée. Ils ont fini par abandonner cette force internationale. L'ambiance de Kinshasa ayant eu raison à leur objectif de sécurisation. Deuxième condition, avant d'aller à Kinshasa, nous devons être amnistiés. Toujours l'amnistie et encore l'amnistie. Et nous disons, comment on va vous donner l'amnistie par un parlement que vous ne reconnaissez pas? C'est Thabo Mbeki qui va trouver la formule. Il dit non, en attendant d'aller à Kinshasa, adoptons d'abord le principe de l'amnistie. On dit, à l'issue de cet accord, l'amnistie sera accordée uniquement pour les faits de guerre. Exclus de cette amnistie, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les assassinats. Donc tous ceux qui ont assassiné, tous ceux qui ont commis des crimes de guerre seront poursuivis. Et Thabo Mbeki va ajouter un deuxième élément. Il dit, nous pouvons prendre une résolution, nous demandons au président Kabila. Ils ont fini par le reconnaître. Finalement, la contradiction chez les Congolais, c'est permanent. Il dit, le président Kabila va prendre un décret-loi où il nous amnistie en attendant la mise en place de l'Assemblée nationale telle que nous l'avons décidé. Ici, ce sera l'Assemblée nationale de la transition qui va voter et la première loi qu'elle votera, ça sera la loi de l'amnistie pour nous. Ça a été fait, mais ça n'a pas empêché beaucoup de problèmes pendant la transition. D'abord, le fonctionnement de ce gouvernement. Première réunion de ministres. Là, vous étiez, puisque vous étiez... J'étais ministre de l'Information et témoin oculaire. Et j'avais dit à tout le monde, vous verrez, puisque moi, je n'aime pas falsifier la vérité. Quand les gens minimisaient le président Kabila, j'ai dit non, attention, vous allez le voir et vous allez juger de vous-même. Une chose est d'être intelligent et une autre est de mettre son intelligence au service de la nation. Moi, je fais la part des choses. Et quand nous avons eu la première réunion des conseils des ministres, le président Kabila a donné l'ordre du jour et il a demandé à ceux qui veulent intervenir, en commençant par le vice-président de la République, d'intervenir. Ils sont tous intervenus. Comme d'habitude, il était calme, il disait rien. Tout le monde a parlé et à la fin, il a fait la synthèse. J'ai vu Jean-Pierre Bemba me regarder. J'ai vu Roubert me regarder. Et à la fin, Bemba n'a pas caché. Il m'a appelé Vital, mais il a fait un bon résumé. Mais Roubert me dit, mais tiens, ça se passe très bien. Mais la méfiance, c'est notre premier ennemi. J'ai dit, voilà ce qui tue les Congolais. Les suspicions et la méfiance. Moi, j'ai toujours dit que la période 1+4, le pays était mieux géré qu'après 1+4. Et quand j'ai écrit mon livre, pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila, c'est en âme et conscience, on en parlera. Je reviens encore sur les couacs de cette transition. On a eu plusieurs couacs dans cette transition, parce que la transition avait pour objectif de ramener la paix et la réconciliation, l'intégrité du territoire et organiser les élections. Mais comment avoir la paix avec des militaires incontrôlés? Puisqu'on va nommer Nabiolwa, le général Nabiolwa, comme commandant du Sud Kivu, avec comme adjoint Mutebussi. Et Nkunda Batouare va rester à Goma, je crois, comme il avait été nommé par le président Kabila, bien qu'il ait refusé de venir prêter serment et faire allégeance au commandant suprême, il était quand même nommé à Goma. Mais alors, la question est de savoir, est-ce que c'était difficile de comprendre que nous avions l'épine dans les talons? Je crois que le manque de prospective et d'anticipation sont parmi les erreurs que nous avions commises à cette époque-là. Et voilà, donc nous allons apprendre qu'il y a des troubles au niveau de Bukavu. Le président de la République ayant désigné Boulaïmou comme gouverneur et Mitondeke comme vice-gouverneur dans le Nord Kivu, et qui vont avoir la charge de les convoyer. C'est le ministre Théophile Mbemba de l'Intérieur, c'est Samba Kaputo, c'est Vital Kamerhe, c'est Etumba, et accompagné de Magui Kalala, qui était ministre à ce moment-là, je crois, des droits humains. Et nous étions bien partis, on arrive à Goma, Robert a disparu, et puis finalement, on va le retrouver chez lui à la maison Bordilac. Il dit, bon, nous devrions continuer jusqu'à Bukavu. Il dit, oui, on doit attendre. Lui, il avait déjà l'information que ses coéquipiers vont attaquer la ville de Bukavu. Il nous a fait traîner jusqu'à 17h. Et nous avons dit, messieurs, au revoir, nous allons à Bukavu. Et quand nous sommes en route, qui nous appelle? C'est Antoine Gota et Kikaya. Ils disent, nous venons d'atterrir à Bukavu, il n'y a pas de problème. L'hélico nous a amenés jusqu'à Panzé, la ville est sécurisée. Messieurs, montez dans l'hélico, venez, on va parler à la population. Nous montons dans l'hélicoptère, c'est à ce moment-là qu'on voit le réacteur ou le moteur coupé. Nous allons descendre, on dit, la ville de Bukavu vient de tomber.
sous le contrôle de Mutebussi et de Nkunda Batouare. Et nous étions donc obligés de passer la nuit à Goma. Nous étions avec Ondekane, j'ai oublié. Ondekane va venir nous dire, est-ce que vous savez qu'on a décidé de nous aiguiller cette nuit, surtout toi, Vital, et moi, nous sommes sur la liste. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, non, il ne faut pas prendre ça à la légère, ils sont en train de rire, ces gens ne badinent pas, ils peuvent nous tuer la nuit. Alors, moi, je suis descendu à la réception, et j'ai vu une dame qui m'a dit, non, je vous cherchais, M. Caméré, cette nuit-là, on va vous tuer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé une deuxième chambre. La chambre où j'étais censé être, je n'y étais pas, j'étais dans une autre chambre. Et à 4 h du matin, j'ai dit, tiens, comme il y avait les représentants spéciaux qui étaient en bas au restaurant, et tout le monde, nous sommes allés réveiller Ondekane, mais on entre dans la chambre, on ne voit personne. Mais le monsieur, il est passé où? On voit son garde comme on ne le voit pas. Mais il est en dessous de son lit. Et nous commençons à rire. Vital, il ne faut pas rire. Bateau va sakanakate. Et donc, on va descendre, on va nous mettre dans les chars de la MONUSCO. On va nous amener à la MONUSCO. Nous allons devenir des exilés dans notre propre pays. C'est à partir de la MONUSCO que j'ai commencé à pomper sur les RFI. C'est la voix de l'Amérique, c'est inacceptable. Et c'est là que je vais envoyer le psaume 93 au président Paul Kagame. Donc, c'est une période très difficile de ma vie et de la vie des Congolais. On ne peut pas comprendre dans son propre pays, on est obligé de se cacher. Et dehors, qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur Serofouli du Nord Kivu à l'époque, il va réunir quelques badauds, quelques bandits de Goma avec des banderoles. Ils viennent devant la MONUSCO et sans rire, si les banderoles c'est écrit Vital Kamerhe génocidaire. Donc moi je suis venu tuer les gens alors qu'à Kinshasa on m'appelle pacificateur. Mais tout cela ne m'a pas détourné de mon chemin de poursuivre les combats pour la paix. C'est comme ça que Nabiolo est attaqué. Et d'abord, c'est le major Doris qui va tirer sur lui, ça va rater. Et ensuite, c'est Mutebussi qui va aller attaquer Nabiolo chez lui. Et Nabiolo a un commando bien formé, il va sauter sur une distance de plus de 20 mètres, il va disparaître dans le lac et on ne l'a pas vu. Comment nous l'avons exfiltré, nous ne dirons pas comment nous l'avons fait. C'est l'histoire alors. C'est l'histoire. Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter dans l'histoire, mais ça a été fait par le président Kabila lui-même, et moi-même j'étais aussi aux commandes de cette opération d'exfiltration du général Nabiolo. Aujourd'hui il est sous-chef d'état-major général, mais c'est très bien formé, et ça m'étonne tout dans notre pays. Quand on est meilleur, on est relégué au grade d'adjoint ou je ne sais pas de quoi. Un monsieur qui a commandé la FOMAC ici à Centrafrique, un monsieur qui avait mis les troupes rwandaises en déroute à l'époque de Mobutu, avec le général Mayele, il a un carnet d'adresses bien connu, et voilà, un monsieur qui a chauffé pendant toutes ces années. Et maintenant on vient de se rappeler qu'il existe. Et finalement, on voyait Mbouza Mabé. Mbouza Mabé va arriver à Bukavu, il y a encore une deuxième insurrection. Et Mbouza Mabé va être obligé de se retirer dans les collines sur la route de Walungu. Et avec les jeunes Maï Maï, Mbouza Mabé va s'organiser en bon militaire bien formé, paix à son âme, il est mort, mais il a fait du bon travail au Kivu. Il va récupérer la ville de Bukavu. C'est pourquoi aujourd'hui, Mbouza Mabé pouvait dire ce que vous voulez. Mbouza Mabé est pour le Sud Kivu, c'est que Mamadou Ndala pour Baouma, pour le Nord Kivu, paix à leur âme. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que 2 heures après, vous n'arrivez pas à... Vous savez, nous étions tous atteints par un syndrome des élections. Nous étions dans les institutions, mais en réalité, tout le monde se battait en sachant qu'au finish, il y aura des élections. Et nous nous comportions comme si il n'y avait que cet objectif-là qui était assigné aux institutions de la transition. Alors que la première des missions qui était assignée à ces institutions de la transition, et particulièrement les gouvernements, c'était la réunification du pays, restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, rétablir l'intégrité du territoire, assurer que le Congo est contrôlé par le gouvernement et l'armée congolaise. Mettre en place une armée véritablement nationale. Mais nous étions tous focalisés sur l'histoire des élections. Mais moi, j'ai fait une année dans ces gouvernements. Et puis finalement, comme on était tous dans le syndrome des élections, le président Kabila va m'appeler pour me dire, oui, j'ai créé mon parti, mais qui ne semble pas rayonner. Une année après, le parti est invisible. Monsieur, je voudrais que vous quittiez le ministère de l'Information pour diriger le parti. Et déjà, mon passage au ministère de l'Information, je vous avais dit à vous tous, Radio Okapi et tous les journalistes, que mon premier objectif, c'est de sortir tous les prisonniers, les journalistes arrêtés. Je les ai sortis tous. Je dis, deuxième objectif, on n'arrêtera aucun média et aucun journaliste sous mon mandat. Et je mets tout le monde au défi, faites vos enquêtes, vous allez voir. Et pendant cette transition, les gens continuaient la guerre au sein des institutions. On pouvait voir sur la télévision de Jean-Pierre Bemba, CCTV ou Canal+,
Yves Kissombe traitait Joseph Kabila des Rwandais, de tous les mots, d'Israël. Et alors, la réplique, c'était quoi? Francis Kalombo pense, et passe sur Digital Congo. Il traite Bemba des Portugais. Non, pas seulement ça, des cannibales et des Portugais. Et ça ne pouvait pas aider la réconciliation. Et on me demande à moi, ministre de l'Information, de fermer Canal Kin et CCTV. J'ai dit non. Si je dois fermer Canal Kin et CCTV, donc je dois fermer aussi Digital Congo. La solution, monsieur le président, monsieur le vice-président, puisque tous se plaignaient chez moi, c'est que vous discipliniez vos militants pour dire que l'injure, l'insulte ne doit pas être un schéma de comportement dans une société qui se veut civilisée. Et voilà comment nous avons joué. Et puis après, je suis devenu secrétaire général du PPRD. Il fallait donc mener la lutte politique. Et à aucun moment, j'ai fait une conférence de presse pour m'attaquer personnellement à Bemba Mbero. Non, je m'attaquais à leur façon de gérer. Je m'attaquais à l'origine de leur mouvement qui était des mouvements insurrectionnels. Et c'était de bonne guerre et aussi s'attaquer à nous en disant même vous là-bas, ce sont les mêmes Rwandais et Ougandais qui vous ont amené, ou du moins qui ont amené Mouzé et les fils à Eric. Nous poursuivons cette page d'histoire sur Radio Kapi avec notre invité, Monsieur Vital Kamerhe. Nous voulions que vous puissiez à présent nous parler un peu de la création de la MONUSCO, puisque vous avez participé à cela. Ça s'est passé dans quelles conditions? Quels étaient les critères? Il fallait se fixer des résolutions pour cela. En fait, dans quel contexte la MONUC à l'époque a été créée? Vous devez d'abord savoir que quand la guerre, quand le génocide a éclaté au Rwanda, le 7 juin 1994, il y a eu afflux de réfugiés sur le territoire congolais, 2 millions, mais parmi lesquels il y avait les groupes armés, les interarmés, il y avait les militaires qui avaient été défaits au Rwanda, les interarmés. Je le répète et je le répéterai toujours, la communauté internationale, sa première grosse erreur. Il y avait 3 missions de la communauté internationale, mais incapables de séparer les civils des militaires et des groupes armés qui ont fait des massacres au Rwanda. Et là, tout de suite, nous étions en insécurité. Et nous disons, il avait été décidé à son temps pour le retour des Hutus rwandais chez eux. On avait nommé un général canadien qui devait venir pour prendre les réalités du terrain avant qu'on mette les troupes à sa disposition. Mais le président Paul Kagame est très intelligent, avec la complicité de certains Congolais. Vous avez vu sur CFI, à l'époque, on nous a montré des colonnes de Hutus en train de quitter Goma, traversant Gisenyi et qui rentraient au Rwanda. Et soutenu à l'époque par les lobbying américains et britanniques, on nous a dit qu'il n'y avait plus un seul interamwe sur le territoire congolais. Donc cette mission qui devait être créée a été un pétard mouillé. Le général est rentré et le général malheureusement est tombé dans le panneau. Et plus tard, finalement, quand on va voir effectivement qu'il y a des groupes armés, la communauté internationale, au lieu de trouver une solution par les billets du droit international, mais certaines multinationales, avec la complicité de certaines puissances, vont aller rechercher Mzee Laurent Désiré Kabila. À l'époque, il était déjà au bord du lac Victoria. Et c'est le président Museveni, d'après ce que nous avons appris, qu'il a présenté chez le président Kagame. Et puis les entraînements ont commencé pendant quelques jours dans Bora. Et puis finalement, le Kivu, comment tombe, finalement, Kisangani tombe, comme de fumir. Et nous disons, là c'était la première erreur. Parce que pour Mzee Laurent Désiré Kabila, on lui a fait croire que c'est une guerre de libération que vous menez pour chasser Mobutu, qui était considéré comme dictateur. Mais pour les Rwandais et les Ougandais, il y avait 2 autres agendas. Le deuxième agenda, ça va nous donner l'occasion de massacrer tous les groupes armés qui pourraient un jour constituer un danger pour nous. D'où le massacre de Tingi et consorts. Vous avez suivi tout ça de Kandaka, qui reste encore des dossiers dans les tiroirs. Et finalement, au finish, personne n'a gagné. Puisque quand on arrive à Kinshasa, quand ils arrivent à Kinshasa, pour encore davantage se montrer loyal vis-à-vis de ceux qui l'ont aidé, Mzee Laurent Désiré Kabila va nommer James Kabarebe à la tête de notre armée. Mais une année après, quand il est agacé et quand il met fin à cette coopération militaire, on ne nous a jamais donné le bilan. Mais le Rwanda, avec le RCD et l'Ouganda, qui ont occupé l'Est du Congo, ils nous ont jamais dit combien d'interarmes ils ont rapatriés et ils ont tué. Mais moi, je peux vous dire combien d'interarmes nous avons rapatriés quand nous étions à la tête de la mission du commissariat général. Donc, nous pensons qu'après avoir
mener une diplomatie, aidée par la France. On a adopté d'abord la résolution 1234 qui parlait des forces invitées et des forces non invitées. Et puis finalement, il y a eu la résolution qui porte création de la MONUC. Mais il fallait que la République démocratique du Congo et la MONUC signent ce qu'on appelait le SOFA, c'est l'accord de siège. Et on le signe souvent et surtout et toujours entre les pays hôtes et la force des Nations Unies. Et que stipulait ce SOFA justement? Et le SOFA disait que le gouvernement de la République démocratique du Congo va collaborer pour que cette mission des Nations Unies, qui était au départ une mission d'observation, puisse se déployer partout où il sera nécessaire. Mais l'application de SOFA va poser un premier problème. Parce que la MONUC et la communauté internationale soupçonnaient que nous utilisions les ex-phares interamouins pour faire résister contre le Rwanda et l'Ouganda. Et que certains pouvaient se cacher dans la base de Kamina, d'autres pouvaient être dans le Nord Katanga, à Kalemi et partout. Ils ont cité tout un tas de lieux. L'erreur que Mzee avait commise, c'était de refuser que la MONUSCO puisse aller partout là-bas pour vérifier. Et quand on refuse, c'est la rumeur, et la rumeur devient la réalité. Et nous allons vivre dans cette période de suspicion jusqu'au moment où nous allons connaître des revers sur le terrain. Et finalement, comme je vous avais dit, nous allons adopter la résolution, pas la résolution, mais le sous-plan de désengagement, après avoir adopté le plan de désengagement de Kampala le 8 avril 2000. On va adopter le sous-plan de désengagement le 3 décembre 2000, qui avait défini un certain nombre de zones. Lissala, Bouende, Kabinda, Kabalo, là où les forces étaient en contact, et nous devrions tous nous déporter de 15 km en arrière. Et c'est à ce moment-là que la mission des Nations Unies va devenir réellement opérationnelle et utile, puisqu'à ce moment-là, les observateurs pouvaient s'interposer entre les forces qui étaient en train de se battre. Et Mzee a compris que c'est nous qui avions gagné, puisque nous perdions des villes, ça nous a donné un temps de répit pour embrayer sur la diplomatie. La mission des Nations Unies au début était timorée, était timide, parce que nous ne pouvons pas comprendre que les Nations Unies présentes dans la ville de Bukavu, dans la ville de Bunia, à Kisangani, et à Goma, et qu'on ait connu des aventures du genre de Mutebussi, de Nkunda à Bukavu, et ça a excédé la population. Comment on peut tuer, comment on peut venir dévaliser la banque centrale et vous avez des chars de combat pour vous promener dans la ville. Vous avez des véhicules blindés, mais pourquoi vous n'intervenez pas? Puisque la population, elle, n'a que faire de la théorie juridique internationale. La population, elle voit des gens armés, avec des mortiers, avec des chars de combat. Vous ne pouvez pas expliquer que vous êtes limité par les conseils de sécurité. Elle ne comprendra pas ces langages. C'est comme ça qu'à un moment donné, vous vous rappellerez très bien, les gens commençaient à jeter les pierres sur les contingents de la MONUSCO, que ce soit à Kisangani, que ce soit à Goma, à Bukavu. Parce que les gens étaient excédés par l'aventure de Mutebussi. Les gens étaient excédés finalement de voir que les deux armées du Rwanda et de l'Ouganda, qui disaient qu'elles ne faisaient qu'assister des mouvements de rébellion interne au Congo, finalement ces deux armées se sont battues dans la capitale de la province orientale, où on a jeté des jeunes gens dans la rivière Chopo. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Où finalement les journalistes nous ont révélé beaucoup de choses et on s'est posé la question, si les deux armées-là étaient venues pour se battre contre un ennemi commun, pourquoi les deux se sont battus dans la ville de Kisangani? La réponse est très simple. C'était le contrôle des richesses. Ils ne se sont pas mis d'accord si c'est qu'il fallait répartir à qui et pourquoi. Et donc finalement, c'est après ça que nous allons voir la résolution 1304 qui va parler pour la première fois. Remarquez que la guerre a commencé le 2 août 1998. L'injustice sur le plan international contre le Congo, la première fois où on va citer le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs avec ordre de quitter, c'est le 8 mai 2000, résolution 1304, où on demande clairement au Rwanda et à l'Ouganda de se retirer, pas de l'ensemble du territoire congolais de façon claire, mais dans un premier temps, on dit on doit démilitariser la ville martyre de Kisangani, qui n'a jamais été démilitarisée pendant longtemps. Il a fallu attendre beaucoup d'années après. Et donc notre démarche diplomatique a commencé à payer, malheureusement, parce que nous avions voulu manier et la diplomatie et la guerre en même temps, sans mesurer les rapports de force. Nous avons été défaits à Puerto, comme nous avons dit la fois passée. Nous aussi, les plans psychologiques étaient abattus, parce qu'il avait dit on m'a poignardé dans les dos. Certainement, il y a eu des trahisons à l'interne. Et finalement,
on a accepté ce qu'on devait accepter et ce fut l'arrivée, d'abord l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2001 et puis l'investiture de Joseph Kabila le 26 janvier 2001. Comme je vous ai dit, un autre style. Il a voulu éviter ce qu'il lui-même avait considéré comme les erreurs de son père pour faire avancer la machine.